Amis des colis de fans, bonjour et bienvenue dans ce 57e épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer un colis de fan que m'a très gentiment envoyé Claude. Et vous allez voir que c'est un colis de fan, ma foi, très riche. Alors déjà, il y a quelque chose qui est super intéressant, qui ressort un peu du fond des âges, c'est qu'il y a quasiment toute la collection de la revue Micro et Robots, qui est sortie, comme on peut le voir, le premier numéro date du 1er novembre 83, et le dernier... alors je sais pas si c'est le dernier de la série, mais je crois là on peut voir, voilà, c'était le numéro 16 qui est sorti en mars 85. Alors c'était une revue, je l'avais aussi, hein, je sais pas ce que j'en ai fait des miens, enfin je suis content de les retrouver, qui était ma foi assez bien faite, hein, qui parlait de micro justement, de robotique, du célèbre par exemple robot Edkit Zenith là, Hero 1, et qui donnait aussi des tas de schémas, des tas de montages. Donc ça c'est vraiment collector. Alors je rappelle que sur le site Abandonware, je crois, on peut les télécharger pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, là j'ai commencé à en relire certaines avec grand plaisir. Alors faut pas confondre après avec Micro et Robots, là on peut les voir aussi, et qui sont ressortis ici en 2009 sous forme de numéros spéciaux hors série du fameux électronique pratique. D'ailleurs on peut voir qu'il y a un gros gap de date. Alors ça a repris le même nom, mais déjà c'est pas la même édition. Ça c'est les publications Georges Ventilard, alors que là c'était les éditions radio. Mais l'idée est restée un peu la même. Je pense que là ils ont essayé un petit peu de relancer le concept, même si ça n'a pas forcément très bien marché. Donc malheureusement, hein, ces super revues, hein, j'en ai déjà parlé, comme le haut-parleur, électronique pratique, ainsi de suite, elles ont quasiment toutes disparu, hein, je crois qu'il reste encore Elector. Et c'est un petit peu dommage, mais enfin bon voilà. Victime d'internet et surtout aussi de la copie débridée qui bien sûr n'ont pas aidé à les faire durer. Enfin donc voilà déjà pour cette première partie. Alors ensuite dans ce colis de fan il y avait cette boîte qui, comme on peut le voir, contient un très large échantillon de différents radiateurs qui permettent bien sûr voilà, d'aider à dissiper la chaleur de certains semi-conducteurs. Là on reconnaît le TO3, là d'autres systèmes. Alors, on peut voir qu'il y a, en fait c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un très large échantillon de modèles. Voilà, hein, comme on peut voir, hein, voilà. Ça j'en avais pas mal utilisé dans le temps de cela. Et ainsi de suite, on a même là, comme on peut le voir, des modèles avec cette colle là qui permet de les coller sur des circuits intégrés, comme ça. Alors, bien sûr, quand on veut utiliser des refroidisseurs, il est important d'en connaître les caractéristiques, hein, en particulier, ça s'appelle la résistance thermique. Alors, pour le faire, hein, je rappelle que le plus simple, c'est d'aller voir chez les revendeurs. Très souvent, dans les radiateurs, on retrouve assez facilement, avec les photos, ou les dimensions, les mêmes modèles, parce que c'est quand même relativement standardisé, ce qui permet à ce moment-là d'avoir les datasheets et de connaître les résistances thermiques. Hein, je rappelle que, je mettrai en lien encore, pour calculer les radiateurs, sur le site Sonelec, Rémi a fait une page qui est vraiment très intéressante et qui permet vraiment justement de tout savoir pour comment on calcule le bon refroidisseur. Parce que c'est vrai que souvent... j'ai vu beaucoup de gens qui font ça un petit peu au doigt mouillé. Alors, si on se trompe dans le mauvais sens, c'est-à-dire on met un radiateur plus grand que nécessaire, je veux dire en tant qu'amateur, tout, c'est pas très grave. C'est bien sûr plus grave si on fait l'erreur inverse, où là, la puce peut chauffer et être détruite. Donc voilà. Puis en même temps, bien sûr, dans un milieu, je veux dire, professionnel, industriel, les radiateurs, ça coûte cher. Et plus ils sont grands, plus ils coûtent cher. Surtout maintenant avec le prix de l'aluminium. Donc là, on a toujours intérêt à les calculer au plus juste. Alors, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui sont noirs. Hein, je rappelle que le côté anodisé noir, déjà ça les protège. Mais alors l'idée, je rappelle qu'il y a trois façons de dissiper la chaleur. Hein. Il y a la convection, la conduction et il y a le rayonnement, on va dire. Les crans noirs rayonnent plus, en fait, vu qu'ils absorbent déjà aucune chaleur extérieure. Donc voilà, bon. J'avais lu une fois un truc qui fait que la couleur, enfin c'est important, le revêtement, c'est quand même pas la part la plus importante du radiateur. Enfin donc voilà pour déjà ça. Alors ensuite, il y avait ces deux paires de émetteurs-récepteurs, ce qu'on peut voir marqué ici TX et RX, hein, généralement ça veut dire émetteur-récepteur, des choses qui sont probablement
peut voir des barrières lumineuses et qui permettent voilà, de faire un faisceau et de voir éventuellement s'il est coupé ou pas. Enfin, je suppose que c'est pour ça, ou peut-être pour transmettre quelque chose. Donc on voit ici ces belles lentilles dessus. Alors bien sûr, il n'y a aucune autre référence, et il va falloir sans doute que je fasse un peu de rétro-engineering pour essayer de retrouver le brochage de ça. Je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo. Ensuite, il y a ce petit fer USB qui manifestement a l'air d'être quasiment neuf. Du moins, s'il a été utilisé, il n'a pas été beaucoup. Alors ça, c'est pareil, ça permet d'avoir des fers, c'est-à-dire que on peut comme ça trimballer assez facilement par rapport à des stations de soudure. Voilà, donc à mon avis, il est vraiment quasiment neuf, hein, ce truc. Parce qu'on voit, il n'y a même pas a priori tellement de traces de soudure dessus. Comme ça, je dirais qu'il a sans doute jamais été utilisé. Alors on peut voir qu'il y a avec le petit support pour le mettre, un peu de soudure et un câble USB. Alors donc ça c'est intéressant, on va regarder combien il consomme. Voilà. Et je le branche là. Donc là on peut voir que ça s'allume. Donc qui chauffe. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait de réglage de température ni rien. Bon, c'est vraiment un truc qui permet comme ça de se dépanner. Et a priori là je vois ça consomme 1 ampère 2. Voilà. Et on voit que ça chauffe assez vite, parce qu'on peut voir que ça y est, il est déjà opérationnel. Et voilà, ça fond bien la soudure. Donc 1,2 ampères, c'est ce que rend un chargeur ou un petit power bank. Donc avec ça, voilà, ça fait vraiment un fer, je veux dire, utilisable assez facilement. Très bien. Ça pourra bien sûr toujours être utile, surtout que la pointe a l'air assez fine. Alors continuons à explorer ce beau colis de fan avec une autre chose. Alors ça, on va voir un truc assez sympa, cette petite trousse qui contient tous les outils qui vont bien pour manipuler les circuits intégrés, alors je veux dire pas CMS, hein, pas monter en surface. Donc on peut voir différents outils qui permettent de les extraire facilement, et d'autres comme ceux-là par exemple, voilà, alors qui sont bien sûr adaptés à chaque type, qui permettent voilà, de les insérer dans les supports de façon optimum. Donc on peut voir que là il y a tout ce qu'il faut pour mettre le circuit à l'intérieur et l'insérer. Donc si par exemple on va faire un essai, là j'ai un circuit par exemple comme ça. Donc on le met à l'intérieur, ce qui fait que ça met bien les pattes comme il faut. Et derrière, donc une fois qu'on l'a mis sur le support, on n'a plus qu'à appuyer et bien sûr ça l'insère correctement. On note aussi bien sûr que tous ces outils sont antistatiques, ce qui est bien sûr recommandé. D'ailleurs même dans l'idéal, hein, si on manipule des circuits sensibles CMOS, on a intérêt à mettre un bracelet relié à la terre. Alors on peut voir que il y a selon le nombre de pattes différents trucs. Donc ça c'est vraiment une très belle petite sacoche qui permet voilà, de manipuler ça de façon assez bonne. Là, un accessoire de câblage, en fait c'est tout simplement comme on peut voir, des rouleaux de nombres autocollants, avec là un système pour les couper. Donc ça c'est pour faire du marquage de fil. Voilà, et là on tire ici le numéro que l'on veut, on le coupe, et derrière ça permet de faire du marquage local. Voilà, donc là on peut voir, voilà, il y a de 0 à 9. Ça c'est aussi très sympa. Ensuite nous avons ici 2 relais. Voilà. Donc c'est des relais de puissance. D'ailleurs on peut voir, voilà, ça commute 10 ampères sous 250 volts alternatifs. Alors celui-là a une bobine 24 volts continue. Donc on voit qu'il est monté sur un support hein, qui permet de le mettre sur les rails DIN standard, comme ça. Voilà, et qu'il a en plus cette possibilité là d'avoir un bouton qui permet de les commuter, je ne sais pas si on voit bien, les commuter en appuyant dessus. Alors ça c'est vraiment éventuellement intéressant. Ça permet de, si on a un doute sur quelque chose, sans forcément avoir accès à la commande, de pouvoir les forcer. Alors bien sûr il faut mettre ce genre de choses, enfin je veux dire c'est un truc qu'on peut enlever si on veut, parce que s'assurer que ça ne pose pas de problème de pouvoir le faire. Donc on a ce modèle là,
et un autre ici, qui lui par contre a une bobine en, comme on peut le voir, en 230 volts alternatif. Dans les relais, hein, il y a ceux dont la bobine se commande qu'en continu et d'autres en alternatif. Souvent, il y a ce qu'on appelle une spire de Fragier dedans qui permet cela. L'électricité de puissance, on appelle ça plutôt des contacteurs. Et celui-là, il y a aussi cette possibilité-là. Voilà, donc on peut voir que c'est un triple inverseur ici. Après, alors cet appareil, alors quel est cet appareil? Eh bien, c'est un indicateur de présence et surtout de sens de rotation des phases. En effet, je rappelle que dans des installations triphasées, les phases, je veux dire, sont chacune déphasée de 120 degrés. Et sur un moteur triphasé, par exemple, selon l'ordre des phases, il va tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, si on branche les phases n'importe comment, sans savoir, on a une chance sur deux, si je branche les 3 fils de moteur comme ça, qui tournent dans un sens ou dans l'autre. Donc si je m'aperçois qu'ils ne tournent pas dans le bon sens, il suffit d'inverser 2 fils, et ça changera le sens. Alors, le problème, c'est les cas où on peut se permettre de faire l'essai, c'est pas très grave. Il y en a d'autres où c'est pas facile, voire, je sais pas, des pompes, des trucs comme ça, où si on respecte pas le sens de rotation, où ça marche pas, où ça peut faire des bêtises. Donc ça, c'est plus ou moins normalisé, mais si on a un doute, ou on veut le savoir, eh ben, on a ici ces genres d'indicateurs. Donc on branche ça sur le triphasé, voilà, avec ces fiches ici de sécurité, et voilà, on aura la rotation R pour right ou left, dans un sens ou dans l'autre. Ça permet aussi, bien sûr, de vérifier la présence du secteur. Si je veux le brancher, par exemple, sur le 201, on verrait ça. Donc là, il faudrait, par exemple, mon super CP145, qui va me permettre justement d'utiliser des fiches de sécurité. Si par exemple, alors moi bien sûr je suis pas en triphasé, donc je peux en brancher que 2. Mais si je branche par exemple ces deux-là ici, voilà, et que je mets en route, là on peut voir que il y en a que 2 qui s'allument, qui correspondent bien sûr à L2, L3, vu qu'on voit que le jaune n'est pas branché. Et là, là le sens de rotation n'a pas de sens, enfin je veux dire, ça n'a pas de... Il y a pas, je veux dire que je branche dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de ce problème qu'on peut avoir en triphasé. Mais enfin voilà, alors, on voit que c'est fait avec, ça ressemble plus à des néons que des LED. Enfin voilà, donc on peut voir que ce testeur marche bien. Si maintenant je branche le jaune par exemple, eh ben ça va être les autres qui vont s'allumer. Voilà, par exemple, donc ce truc fonctionne très bien. Pas de souci par rapport à ça. Alors justement, après dans cette boîte, il y a plein de trucs très intéressants. Il y a ce genre de choses. Alors ça, c'est, on va dire, ce genre de clé qui ouvre la plupart des panneaux électriques plus ou moins standardisés. Voilà, avec en plus ce cabochon là qui permet de mettre des embouts. Donc ça peut bien sûr être intéressant pour tout ce qui... accès des armoires, c'est généralement standardisé. En fait, le fait de mettre des embouts comme ça, c'est pas vraiment de la sécurité, vu que c'est des trucs standards, mais ça empêche quand même tout à chacun de les ouvrir facilement, quoi. En gros, il faut avoir ce genre de clés. Et bon, on les trouve facilement. Hein. Là, on a un adaptateur pour mettre des petites ampoules à baïonnette sur un culot E14, par exemple. Et alors là, on a plein d'accessoires. Donc là, ces pinces croco, pareil, qui sont faites pour avoir des fiches ici de sécurité. On a différents adaptateurs, des pointes de touche, voilà, les fameux grip fils qui permettent de faire des mesures en sécurité. Il y a plein de cordons qui a priori sont tous neufs. On a aussi ces pointes de touche là, comme on peut voir, très pointues, qui permettent éventuellement de piquer à travers les fils. On a aussi là, voilà, encore un autre modèle là, avec ces cabochons. Voilà, des beaux cordons hein, qui sont vraiment, vraiment tout à fait utilisables. Alors moi, je reconnais que ce genre de grip fil, j'en ai. Enfin, je sais pas ceux dont je suis le plus fan, mais enfin, je sais que mon beau-père ne jurait que par ces trucs-là. C'est assez sympa. Voilà. On en a d'autres qui sont plus rigides. On voit que ceux-là sont un peu souples en fait, c'est une sorte de gaine, alors que ceux-là sont carrément rigides. Par contre, le fait qu'ils soient longs, ça peut permettre d'aller chercher des contacts assez loin. Enfin, voilà, on peut voir tout ce genre là de grip fil, plus ou moins
comme ça. Donc ça, c'est sûr que j'en aurai l'utilité, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Alors, continuons à explorer ce super colis de fan. Donc là, nous avons ces composants. À ces composants-là, j'ai les datasheets, d'ailleurs, enfin, Claude me les a fournis. Donc c'est des filtres qui étaient surtout, enfin, qui sont toujours, mais enfin, même si c'est moins utilisé maintenant, c'est pour la télévision. C'est des filtres qui permettent de filtrer différentes sous-porteuses du système PAL, etc. Donc, c'est sûr que c'est des composants, je veux dire, qui sont vraiment très dédiés à ça. Alors, je vais bientôt faire éventuellement des vidéos sur justement la vidéo analogique, donc je pense que j'y reviendrai. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, il y a quelque chose qui va sans doute me servir. C'est cette mini télé qui, à mon avis, c'est pareil, je pense que c'est du New Old Stock, parce qu'avoir son look, c'est relativement, je pense, ancien, mais à mon avis, il n'a pas dû trop servir. Il y a encore la protection ici sur l'écran. Et si on en croit l'étiquette derrière, voilà, on voit que ça s'alimente en 12 volts, 1,5 ampères. C'est le modèle PT 2050 et il est pour du PAL BG. Donc, voilà, pas de raison que ça marche pas. Et comme je vous l'ai dit, surtout que j'ai aussi reçu une super mire Rodé Schwartz PAL. Je pense que ça fera l'objet de futures vidéos éventuellement. Ensuite, il y avait ces lasers qui, a priori, d'après la doc, font partie d'un système plus complexe. Donc là, c'est des lasers, voilà, on peut voir, qui sont des Z laser avec, qui s'alimentent, voilà, on continue. Alors, ça c'est pareil, ça peut toujours servir, mais attention, comme j'en ai déjà parlé, les lasers c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour la vue. Même s'ils sont pas puissants dans le sens où on peut se brûler et tout avec, si on les prend dans l'œil, c'est un coup d'être aveugle très rapidement. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas encore essayé, il faut que je regarde notamment la couleur qu'ils sont pour prendre les lunettes qui vont bien pour éventuellement les essayer. Enfin voilà, c'est sans doute des lasers qui, parce que là on voit, ça faisait a priori partie d'un système de réglage de je sais pas quoi. Et voilà, faudra que je regarde, mais c'est quelque chose qu'il faudra que j'approfondisse, mais voilà, toujours est-il que le laser en lui-même pourra toujours servir. Après il y a cette lampe, donc là c'est un truc Osram, c'est une lampe à néon qui s'alimente par pile, et comme on peut le voir, elle fonctionne encore très bien, ça marche avec deux piles de 1,5 volts. Bon, c'est vrai que maintenant avec les LED ça a moins d'intérêt que ça avait, enfin, on peut toujours servir d'éclairage d'appoint. Ensuite, il y a ce truc là. Et c'est quoi? C'est un panneau solaire, simplement, de voyage. Donc on met ça au soleil. Et grâce, voilà, on voit que c'est Veleman, ça sort du 12 volts jusqu'à 220 mA. Et voilà, on a différents câbles là, comme on peut voir, que l'on peut brancher dessus pour faire différents chargeurs. Bon, voilà, faut pas en attendre plus que ce que ça peut donner. De toute façon, quand on voit la surface du truc, voilà, max 220 mA, à mon avis, c'est vraiment, si c'est très bien orienté au soleil. Mais enfin, c'est pareil, je veux dire, pour des choses qui ne sont pas beaucoup, pour donner un petit coup de charge, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et il y avait aussi ce chargeur de batterie, voilà, RC Line, donc, qui pareil, qui a l'air quasiment neuf, qui va permettre donc de recharger différents types de batteries. Apparemment ce serait plutôt RC Line, voilà, c'est pour plutôt des systèmes de télécommande qui a priori on branche, je pense, sur une batterie 12 volts, enfin je crois, et qui permettent derrière sur le terrain de recharger différentes batteries. On voit ici qu'il y a un ampère-net. Continuons à examiner tout ce qu'il y avait dans ce colis de fan, on voit que c'est vraiment assez important. Donc il y avait ces compteurs là, qui sont, en fait c'est une sorte de relais programmable compteur qu'on peut programmer pour effectuer différentes fonctions. Et dans les milieux industriels, par exemple, relais temporisé, compter un certain nombre de choses. J'ai trouvé la documentation. Après, on a encore un autre système, voilà. Ça, si on en croit ici ce qui est marqué,
C'est un système de relais, mais pour le continu, temporisé. Mais voilà, on voit qu'il y en a deux apparemment marqués HS. Donc il est encore utilisable sur les autres, ou parce qu'on peut récupérer des trucs dessus. Enfin voilà, c'est encore des trucs industriels. Alors ensuite, il y a ce kit. Alors ça, c'est un kit de la marque Veleman, hein, qui a fait énormément de kits. Voilà, et qui est, voilà, en fait, qui n'a jamais été monté. On peut voir ici le beau circuit imprimé, sérigraphié et tout. Donc ça, l'idée, c'était de faire une carte d'expérimentation USB. Donc ça utilise un microcontrôleur PIC qui permet, comme on peut le voir, de piloter avec un ordinateur via USB un certain nombre d'entrées et sorties, comme ça. Donc c'est livré, on voit, ça n'a jamais été fait, hein, avec tous les composants qui sont voilà, des composants neufs. Hein. Et toute la notice, et même sur, comme on peut le voir, un mini-disque, le soft et les drivers. Alors en fait, le plus gros risque avec ce truc, c'est que le soft ne fonctionne plus sur un Windows moderne comme Windows 10 ou autre. Donc, bon, pour l'instant, je n'ai pas trop décidé de ce que je vais faire avec ça. Peut-être qu'un jour, je le montrerai pour voir. Enfin, il faudra déjà que j'essaye, voir si le soft marche ou si on peut trouver un autre driver, un truc. Enfin, voilà, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, alors, avec quelques bobines. Alors ça, c'est quoi? C'est des composants CMS. Montée surface, voilà, là, par exemple on voit j'ai des résistances, donc là c'est 5000 résistances de, alors ça rappelle 2,06 c'est la taille, et la valeur ici 330K, voilà, des résistances à 1%, donc on voit que c'est sous forme de bobines comme ça. Je rappelle que ces bobines là, ça va dans ce qu'on appelle des machines pick and place, qui elles prennent les composants, les déposent sur les circuits où il a déjà été mis par sérigraphie une sorte de pâte qui contient la soudure, puis après ça passe dans un four et ça cuit tout d'un coup. Alors là on voit qu'il y a différentes valeurs et surtout différentes tailles. Alors pour un amateur, le 12,06 ça va assez bien. Mais là, voilà, alors on voit qu'il y a encore des différentes valeurs. Là c'est du 0,8, 0,5, ça le fait. Hein. C'est même souvent la taille que j'utilise, que ça se met bien sur le pad de 54. Voilà, la résistance de 10K. Ça, est-ce que j'utiliserai tout ça dans ma vie, je sais pas. Je laisse tout à fait utilisable. Là, on en a d'autres qui sont, alors elles, extrêmement petites, je sais pas si vous voyez la taille. C'est du 0,4, 0,2. Donc là, si on regarde, voilà, je sais pas si on se rend bien compte par rapport à mon doigt, la taille de ça, hein, c'est gros comme un grain de sable, quoi. Alors, honnêtement, utiliser ça pour un amateur, c'est pas impossible. Enfin, il n'y a aucune chance de souder ça avec un fer à souder ou quoi que ce soit. Il faut vraiment le positionner en effet au bon endroit avec une loupe et le mettre dans un four à refusion, un truc comme ça. Mais c'est vrai que pour un amateur, les chances d'utiliser ça, c'est quasiment nul, quoi. Voilà. Alors que les autres, là, voilà, qui sont plus grosses, on peut très bien les utiliser. Il y avait aussi ce kit. Alors ce kit c'est quoi? En fait c'est un convertisseur 12 bits qui était fait pour se mettre, c'est basé sur un circuit Maxim Max 186, d'ailleurs on a le schéma ici, et c'est fait pour être piloté par le port parallèle d'une imprimante. Voilà, on voit ici le schéma. Donc le principe c'est qu'il y a ce boîtier qui contient le circuit, là il donne une prise, et avec ça donc on peut faire de l'acquisition en fait de données, et à condition bien sûr d'avoir un port parallèle. Alors, ça c'est pareil, c'est-à-dire c'est assez vieux, et voilà, le gros problème là c'est de trouver encore un PC avec un port parallèle qu'on peut piloter directement. Donc les chances d'utiliser ça sont quand même relativement faibles en fait. Alors il y avait aussi dans ce colis ces presse-étoupes qui sont bien sûr tout à fait utilisables, et j'en utilise assez souvent. Bon, je rappelle que le principe d'un presse-étoupe, hein, c'est quelque chose que voilà, on peut monter sur une paroi grâce à cet système qui se vise. Donc on fait un trou, on monte ça comme ça, et derrière on appelle ça presse-étoupe, parce que comme on peut le voir, il y a un système ici de joint et un système conique
qui permet, une fois qu'on a passé le câble à l'intérieur, de le serrer, et le fait de le serrer resserre ce joint en fait autour, et normalement quand c'est mis correctement, ça fait des systèmes qui sont étanches au ruissellement, à la poussière, à tout ça. Alors ce qu'il faut bien sûr toujours faire, hein, c'est utiliser le presse-étoupe qui va bien avec le diamètre de câble. Hein, je vois des fois des gens qui me disent ouais ça marche pas, mais enfin quand on regarde bien c'est qu'ils ont mis un câble qui est trop petit ou qu'ils l'ont forcé et tout. Mais un presse-étoupe, je veux dire, qui est monté dans les règles de lave, c'est quelque chose de généralement assez fiable. Alors après il y a des beaux connecteurs, là on peut voir des très beaux connecteurs tout neufs, là, voilà, là c'est des connecteurs multi-broches, qui, voilà, là il y a un mal à fenêtre, des 7 connexions. Donc ça, bah, ouais, ça va permettre de faire un raccord, manifestement c'est de la super qualité. Et alors sinon, justement, il y avait plein de connecteurs que je connaissais pas, mais d'après ce que j'ai compris, c'est des connecteurs Ethernet industriels. Donc là, on voit, c'est des kits qui sont tout neufs. Il y a ces caches là qui a priori vont avec. Voilà, qui permettent éventuellement de mettre des caches. Alors, il y a peut-être parmi vous des gens qui sauront ça. Et là, il y a c'est de marque Siemens. Et voilà, d'après ce que j'ai pu voir en cherchant un peu, c'est de très beaux connecteurs qui voilà, sont différents nombres de contacts et qui servent, d'après ce que j'ai compris, c'est pour faire du réseau dans des environnements industriels. Voilà, Siemens. Donc là, il y a différents types de connecteurs, voilà, comme ça. A priori, c'est des très bons... là, il y en a 4, voilà, des très bons connecteurs qui sont faits pour être montés, bien sûr, sur les câbles qui vont bien, ainsi de suite. Voilà, mais d'après ce que j'ai même compris, ça se monte plus ou moins avec un système où il n'y a pas besoin de souder ni rien, quoi. Enfin, je dis rapidement, j'ai pas tout compris, mais a priori, voilà, si on met les fils comme il faut, on les enfonce dans le truc, on visse, et derrière, ça fait les contacts. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je les utiliserai un jour, mais enfin, c'est des très beaux connecteurs. Bien, et pour finir avec cet impressionnant colis de fan, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment très riche. Alors il y a ce truc-là qui est un effaceur d'EPROM. Je rappelle qu'il y a des tas de circuits intégrés, hein, voilà, comme on peut voir ici, hein, qui sont soit des microcontrôleurs par exemple, des EPROM, des choses comme ça. L'idée de ces trucs-là, c'est qu'on peut les programmer, et pour les effacer, il faut les soumettre pendant un certain temps à une lumière ultraviolette avec une longueur d'onde bien précise, et au bout d'un temps qui est variable, enfin généralement c'est de l'ordre de 15-20 minutes, elles sont complètement effacées. Dans le cas des mémoires, ça remet tous les bits, on va dire, à 1. Avec le circuit de programmation qui va bien, on peut programmer certains bits à 0. Donc bien sûr, pour les effacer, eh ben, il y avait des systèmes comme ça. C'est quelque chose de très rustique, hein. On peut voir là, il y a un tiroir avec ici de la mousse antistatique. On met ici les EPROM. Et derrière, là, il y a un minuteur, qui est un minuteur mécanique, hein, tout simplement. Et on choisit la durée. Et là, on voit qu'il y a un petit bloc d'alimentation qui alimente le tube UV à l'intérieur. Donc ça, bah, c'est bien sûr pratique. Alors justement, j'en avais un, mais je ne sais pas s'il marche encore. Donc, ça peut toujours servir, même si c'est vrai que maintenant, on n'utilise quasiment plus ce genre de mémoire. On utilise plutôt ce qu'on appelle des EEPROM, c'est-à-dire des mémoires qui s'effacent électriquement, et on n'a plus besoin de ce système UV. C'est bien sûr éventuellement utile pour des vieux trucs, sachant que des mémoires comme ça, j'en ai encore je sais pas combien. Mais enfin, généralement, ça fonctionne toujours. Donc là, on voit que c'est quelque chose de très très costaud en métal. Alors, Art Programming, pour une fois, j'avais déjà un programmeur Art dans le temps, je crois que c'est une boîte hollandaise. Mais manifestement, ils le revendent, parce que c'est vrai qu'ils le font, parce qu'on voit ici un QC-Pass avec un bon code chinois, donc ça c'est sans doute fabriqué en Chine, mais c'était revendu, je pense, voilà, avec cette marque Art. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose de très pratique. Alors ça, j'en ai utilisé je sais pas combien dans ma vie. Et d'ailleurs, c'était même, je veux dire que dans le temps, ces mémoires, ça coûtait quand même très cher. Donc souvent, on n'en avait pas 50, donc quand on développait, on mettait au point, des fois on avait beau faire un roulement, bah, quand on en manquait, bah, voilà, on rongeait son frein, le temps que ça s'efface, des fois on regardait si ça ne s'était pas effacé, un peu plus vite que prévu, on les retestait, enfin,
Voilà pour ça, mais enfin bon, normalement, on peut les effacer comme ça un nombre de fois assez grand. Mais je dirais, à l'époque, les constructeurs garantissaient 10 ans de rétention de données minimum, mais en fait, dans l'ensemble, ça tient beaucoup plus que ça, parce que j'ai déjà des circuits, moi, avec des EPROM, là, elles ont carrément plus de 30 ans, et contiennent encore leurs données. Hein. Donc ça marche plutôt bien. Alors, il faut bien sûr, une fois qu'ils sont programmés, protéger la fenêtre. Faut pas qu'il y ait de lumière, parce que même la lumière du jour ou même la lumière artificielle contient toujours un peu d'UV, ça peut les effacer. Mais sinon, ça fonctionne, ma foi, très bien. Alors, on dit que on peut les effacer à la lumière du soleil. Alors, j'ai essayé. En fait, j'ai jamais faim. Il faut les laisser quand même relativement longtemps. Moi, je sais que j'avais fait le test et, enfin, voilà. C'est vrai que ça finit par s'effacer, mais c'est quand même pas aussi rapide du tout que un système comme ça. Alors, justement, tant qu'on y est dans les programmeurs, il y avait dans ce colis de fan ce programmeur qui est un TLC 866CS. Alors, c'est quoi? C'est justement un programmeur un petit peu universel. En fait, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer, parce que moi j'en ai un, et voilà le mien. Et moi, c'est pas un CS, c'est un A. Et quelle est la différence entre le CS et le A? Bah, c'est ici. C'est-à-dire que le A a en plus ici la possibilité de mettre un connecteur pour faire de ICSP, un In-Circuit System Programming, c'est-à-dire d'aller programmer via un câble directement des microcontrôleurs, des mémoires sur leur circuit. Alors que le CS n'a pas ça. Mais sinon, c'est exactement le même soft, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est très puissant, hein. Ça programme énormément de prom, de mémoire, de tout style. Alors le seul truc qu'il faut savoir, c'est que dans les mémoires EPROM, à l'origine, les toutes premières, la 2708, la 2716, la 2732 et tout, c'est programmé avec une tension de 25 volts. Après, il y a eu des modèles 21 volts, après il y a eu des modèles 12 volts 5, enfin voilà. Or, ceux-là, ils ne montent pas jusqu'à 25 volts. Ils montent que jusqu'à 21. Alors j'ai vu qu'il existait un kit qui est vendu assez cher, une trentaine d'euros, qui permet avec une LM extérieure de programmer les trucs en 25 volts. Bon, enfin bon, faut vraiment en avoir l'usage. Sinon, c'est relativement facile à fabriquer, mais enfin voilà. Donc c'est la seule limitation. Alors, ce modèle-là, il n'existe plus. En fait, j'ai l'impression que le fabricant, il a dû se faire un peu pirater son truc, ce qui fait que, enfin, ils ont tous retiré de la vente et ils l'ont remplacé par un nouveau modèle qui est pas mal, mais qui lui, par contre, en plus, je crois qu'il va que jusqu'à 12 volts 5 maintenant. Il fait même pas les 21 volts, je crois. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, c'est vendu généralement avec plein d'accessoires qui permettent, voilà, de programmer différents types de boîtiers. Par exemple, les fameux chip carrier, la PLCC. Donc là, on voit que ça permet de programmer ce genre de mémoire avec l'outil qui va bien. Je rappelle que ces trucs-là, c'est très fragile. Il faut vraiment les manipuler. Voilà, et on voit qu'il y a 2 encoches là pour extraire ces circuits. Mais sinon, voilà, il y a plein d'adaptateurs pour, par exemple, des circuits, des mémoires CMS, des microcontrôleurs. Enfin voilà. Donc là, c'est bien, c'est vraiment très complet. Là, il y a tous les adaptateurs possibles et inimaginables. Et je suis très content d'en avoir un autre, parce que en fait, moi j'ai mon lab, puis j'ai mon bureau dans la maison. Et c'est vrai que des fois, je le trimballais d'un endroit à un autre, comme ça, c'est impec. Je pourrais en avoir un dans chaque pièce. Et ça, c'est quand même un truc que j'utilise assez souvent. Donc ça, voilà, un grand merci à Claude. C'est vraiment un très beau système. Et sinon, il y avait aussi d'autres trucs. Il y avait ce machin là, Atmel, donc AVR Dragon. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est un truc pour programmer des trucs, voilà, de VR. Alors, faut que je regarde un petit peu. Mais voilà, ça permet sans doute de mettre au point, de débugger des différents systèmes. Et là, on a aussi un autre système, voilà, ici, DSPIC 30F module. Alors c'est pareil, il y a eu plein de cartes, plein de systèmes. Ceux-là, je les connais pas spécialement. Mais voilà, ça permet sans doute de faire différents programmations ou émulations ou simulations sur des trucs, voilà, microchips.
comme ça. Voilà donc pour la longue présentation de ce colis de fan, hein, qui, comme vous avez pu voir, était ma foi très riche. Hein. Il y a même des choses, hein, des fois que je vous montre dans ces colis de fan, hein, celui-là ou d'autres, sur lesquels je reviendrai plus tard, éventuellement dans d'autres vidéos, parce que là, voilà, ça fait déjà une vidéo qui est bien longue, mais en tout cas, voilà, un grand merci à lui, parce que ça m'a fait très plaisir encore de recevoir tous ces trucs-là, et j'espère que ça vous aura aussi éventuellement rappelé des souvenirs. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que samedi prochain, donc le 3 juin à 21 h, je ferai le live du mois de mai. Et donc, comme d'habitude, si vous voulez échanger avec moi sur les thèmes de la chaîne, ça sera avec grand plaisir. Tiens, salut Maurice. Eh oui, d'ailleurs, il faut aussi penser que le lendemain, le dimanche 4, ça sera la fête des mères. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais toi pour la fête des mères? Tu vas offrir à ta maman un collier de macaroni. Ah ouais. Quand je pense à toutes ces mères qui auront le cou bordé de nouilles, ça fait peur. Là-dessus, pensez quand même à vos mamans et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.